Depuis les origines, les États-Unis sont une fédération basée sur une volonté de conquête. Conquête du territoire, des ressources, des cultures natives, et l'instrument de cette conquête est une violence protéiforme dont l'extension la plus matérielle est une industrie armurière de pointe. C'est cette dernière qui va nous intéresser aujourd'hui à travers l'une des périodes clés de l'histoire américaine, la fin du 19e siècle. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur l'excellent Red Dead Redemption 2. Sorti en 2018 et produit par Rockstar, l'action se passe entre 1899 et 1907 et l'on y incarne une joyeuse bande de hors-la-loi. Cette période de la fin du 19e et du début du 20e siècle est particulièrement intéressante. D'abord aux États-Unis, la conquête de l'Ouest qui s'est terminée en 1890 paraît déjà lointaine, alors que ses acteurs et leur mode de vie sont encore extrêmement présents. Le reste du monde, lui, s'apprête à basculer à travers la guerre. Et la guerre est à l'image de la société, c'est-à-dire entre artisanat et industrie à outrance. Quand on pense armes de l'Ouest, évidemment, on pense revolver. Et c'est bien normal. Les armes de poing, d'abord réservées à une élite, se sont ensuite répandues, via leur utilité dans la marine et dans la cavalerie, avant de se démocratiser massivement en 1836 aux États-Unis, grâce au revolver breveté par Colt. 20 ans après, le brevet tombe dans le public et ce sont des dizaines de compagnies qui vont produire leurs propres revolvers et ce sont alors des centaines de milliers d'armes qui vont être vendues sur le marché et qui vont changer à tout jamais le rapport à la défense personnelle, que ce soit dans le militaire comme dans le civil. Dans l'Ouest américain, vous n'êtes jamais à l'abri d'une flèche perdue, d'un mauvais regard sur votre jeu de cartes ou bien de voir vos poches se délester abruptement. C'est donc tout naturellement que la Constitution vous confère le droit de vous défendre. Vous l'avez compris, ce qui va nous intéresser en premier, ce sont les armes de poing. Pour ce faire, on va procéder en 2 étapes. D'abord, les revolvers, et puis les semi-automatiques. Alors, au niveau revolver, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord 2 revolvers à percussion, le Navy et le LeMat. Puis pour les revolvers plus communs, on va avoir le Schofield 1875, le Colt SA 1873, et enfin, le Colt 1892 à double action. Les premiers revolvers, ce sont des revolvers à percussion, par exemple comme ce Remington 1858. C'est-à-dire que pour charger votre arme, vous devez verser de la poudre dans la chambre à l'aide d'une poire à poudre, puis insérer une balle, vous pressez l'ensemble avec le levier de chargement, et puis, pour permettre la mise à feu, vous mettez une amorce sur le téton extérieur. Vous répétez le processus pour les 6 chambres, et votre arme est prête à tirer. Un processus laborieux mais qui fonctionnait très bien dans son temps. Dès les années 1870, les revolvers à percussion sont obsolètes. Ils sont remplacés par des revolvers à percussion centrale à cartouche métallique. Cependant, ils vont rester en circulation quasiment jusqu'au début du XXe siècle pour plusieurs raisons. D'abord, remplacer une arme de poing coûte cher. Beaucoup de personnes n'en voient donc pas l'intérêt. Surtout que la plupart du temps, les situations de défense se résolvent bien avant la fin du barillet. Et sinon, certaines personnes ont décidé de garder ces armes-là, mais les ont converties. Donc on a des armes à cartouche métallique sur une plateforme à la base à percussion. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien ça fonctionne comme ce Colt SA qu'on a juste là. On parlera de l'arme plus en détail juste après. Donc notre arme à percussion, on en a retiré les tétons qui servent à placer les amorces. On a mis une petite porte qui permet de chambrer les cartouches directement à la main. Et puis, une fois qu'on a fini de tirer notre barillet, on aligne la chambre avec une petite poussette qu'on retrouve sur le côté qui va permettre d'éjecter les cartouches une à une et permettre de recharger l'arme. Ce sont donc ces armes-là qui vont nous intéresser pour Red Dead Redemption 2. Notre premier revolver, c'est le Navy. Donc, mis sur le marché par Colt en 1851, c'est une arme en calibre 36 qui sera l'arme principale de la marine américaine pendant la guerre civile. On est sur donc plus de 200 000 exemplaires.
C'est une arme qui sera un best-seller chez les civils comme chez les militaires. Et cette arme-là sera utilisée par la marine jusqu'en 1881, et non pas sous sa forme à percussion, mais sous sa forme à conversion. Alors, est-ce que le système à conversion a été réussi dans le jeu? Malheureusement, pas du tout, il est totalement raté, et il reproduit les mêmes erreurs que les films de Sergio Leone. C'est-à-dire que quand on voit les gars porter leur arme, c'est clairement une arme à percussion, on voit les tétons pour poser les amorces, mais grâce à la magie des faux raccords, quand les gars rechargent, c'est une arme à cartouche métallique. Et dans le jeu, cela fonctionne grâce à la magie d'un mauvais codage. C'est-à-dire que quand le personnage recharge son arme, il va insérer magiquement les cartouches à travers les amorces, et pour décharger son arme, il éjecte les douilles avec le levier de chargement, ce qui physiquement ne peut pas fonctionner. L'arme qui nous intéresse ensuite, c'est le revolver LeMat. Donc produit dans le sud des États-Unis et à Paris, de 1856 à 1865, c'est une arme qui verra du service aussi pendant la guerre civile, mais dans le sud cette fois-ci. C'est un revolver dont le profil est absolument unique, parce qu'on n'a pas 6 coups comme sur la plupart de ses contemporains, mais 9 plus 1. Donc on a 9 chambres en calibre 42, plus une chambre de shotgun en calibre 18 en dessous. C'est cette version-là qu'on rencontre dans le jeu. Cependant, Monsieur LeMat, dès les années 60, va s'intéresser à convertir son arme aux cartouches métalliques. Donc en 1868, il obtient d'abord un modèle à broche, et puis finalement en 1877, il sort la version définitive qui est à cartouche métallique. C'est cette version-là qu'on aurait dû voir dans le jeu en réalité. Dans mes recherches, je n'ai pas croisé de version à percussion qui a été convertie. Alors malgré cet anachronisme-là, la présence du LeMat dans le jeu reste pertinente en raison de l'unicité sur le plan technologique que représente ce revolver dans le monde de l'Ouest américain. Après la guerre civile, le brevet des cartouches métalliques, c'est la possession de Smith & Wesson, mais pas pour longtemps. Dès 1869, le brevet tombe dans le public et il faut alors trouver une idée originale pour que la compagnie puisse se maintenir sur le marché. Après avoir acheté un ensemble de brevets, finalement, en 1870, il propose un nouveau produit, le Smith & Wesson numéro 3. C'est un revolver top break, c'est-à-dire que pour le charger, vous cassez votre revolver en deux, ce qui rend le chargement très rapide. C'est une arme proprement révolutionnaire qui va être adoptée directement par l'armée américaine. C'est la première arme à cartouche métallique adoptée par cette dernière. Et le numéro 3 va voir du service de 1870 à 1915. Alors pas qu'aux États-Unis, les Russes vont être les principaux acheteurs, 130 000 exemplaires de leur côté, la marine japonaise, les Turcs, 15 000 exemplaires. Mais la variante la plus connue du Smith & Wesson numéro 3, c'est de loin le Schofield. Une fois adopté par l'armée américaine, le numéro 3 va intéresser un certain monsieur Schofield, un officier, qui va apporter quelques modifications à l'arme. Et finalement, en 1875, il propose son arme à la cavalerie. Après quelques magouilles, elle est adoptée, et c'est de loin, comme je l'ai dit, la variante la plus connue. Pourquoi? Bien déjà son nom, qui la distingue des autres. Ensuite, sa présence dans les mains de Wyatt Earp à Hockey Corral, les mains de Jesse James, et aussi sa présence à la bataille de Little Bighorn. Alors l'arme qui nous intéresse ensuite, c'est sans doute la plus iconique, c'est le Colt SA 1873. Après la guerre civile, Colt est en légère difficulté sur le marché. On a vu juste avant le Schofield de Smith & Wesson qui fait une dure concurrence à Colt, et le numéro 3 dans son ensemble. Colt va donc devoir arriver avec un design à cartouche métallique à succès. Et en 1873, après avoir planché quelques années sur le sujet, ils arrivent avec le SA, c'est-à-dire le simple action armé. En effet, cette arme-là va rencontrer un succès immédiat, tant dans le civil que dans le militaire. Dès la première année, il est adopté par l'armée américaine, il devient l'arme principale de la cavalerie et il répond à toutes les exigences de la cavalerie sur la frontière. C'est-à-dire qu'on a une arme simple, avec un cadre en une seule pièce, des pièces simples à changer, une robustesse presque à toute épreuve, et une cartouche relativement puissante, du moins suffisamment puissante pour la cavalerie de ce moment-là, le 45 Long Colt. Chez les civils, le Colt 1873 va rencontrer un succès absolument monstrueux pour plusieurs raisons. Déjà un marketing exemplaire, et ensuite la réponse aux exigences du marché. On a une arme dont la maniabilité est impeccable, on va avoir aussi une arme robuste, comme on l'a dit, pour l'armée, mais pour les civils aussi. Les civils sont eux aussi sur la frontière et ont donc
besoin des mêmes choses, ils ont les mêmes problèmes d'approvisionnement en munitions, en pièces détachées et les mêmes besoins au niveau de la résistance et de la robustesse de l'arme. Le Colt va donc se vendre à plus de 360 000 exemplaires, ou plutôt 359 000, de 1873 à 1941, et ça restera l'icône principale de l'Ouest, que ce soit dans la culture populaire comme dans l'iconographie historique. Dans les années 1890, les armées du monde entier modernisent leurs armes de service, et notamment les armes de poing. Les États-Unis, sur ce point-là, sont à la traîne. Alors que toutes les armées européennes ont déjà des revolvers à double action, toutes ou presque, les États-Unis fonctionnent encore avec leur bon vieux Colt SA. C'est d'abord la Navy qui va décider de changer son arme de service. En effet, ils sont encore avec le bon vieux revolver Navy 51 à conversion, et en 1890, quelques années avant, ils passent commande à Colt pour un revolver à double action. En 1890, Colt leur propose le revolver du nom de la même année. C'est une arme qui est bourrée de défauts, mais la Navy va quand même l'adopter. C'est donc une arme à double action, c'est-à-dire que quand vous pressez la détente, le chien s'arme de lui-même et va tirer tout seul. Vous avez aussi la possibilité d'être en simple action, c'est-à-dire d'armer le chien manuellement à chaque fois. Et finalement, en 1892, l'armée de terre va vouloir aussi changer son arme de service. Ils vont regarder cette arme de la Navy, le Colt 90, demander à Colt quelques améliorations, et finalement, naît en 92 le Colt 1892, qui est une version améliorée de l'arme de la Navy. Cette arme-là voit du service de 1892 jusqu'à la Première Guerre mondiale, cependant un service qui sera troublé en raison des défauts que présente cette arme-là. Ces limites vont vite se manifester sur le terrain. En effet, en 1898, les États-Unis rentrent en guerre contre les Espagnols à Cuba et aux Philippines. La guerre de Cuba est vite gagnée. Aux Philippines, on a quelques prolongations, mais pas contre les Espagnols. Ceux-ci abdiquent assez rapidement contre les autochtones qui vont se défendre contre les Américains qui empiètent sur leur indépendance. Les soldats qui font face aux Américains sont très déterminés, certains sont drogués, et les officiers et même les soldats qui portent leur Colt 92 vont se plaindre du manque de puissance d'arrêt de cette arme-là. En effet, le Colt 92 est chambré en 38 longues Colt, une cartouche qui apparemment n'a pas été suffisante pour les soldats américains. Beaucoup vont donc revenir à leur bon vieux Colt 45 1873. De son côté, le gouvernement américain décide d'effectuer une nouvelle série de tests pour remplacer le Colt 92. Smith & Wesson réussit à se frayer une place, vend quelques exemplaires de ses revolvers. De son côté, Colt cherche à corriger les problèmes de son arme. Finalement, le Colt 92 verra du service jusqu'à la Première Guerre mondiale, où il sera déjà en concurrence avec le Colt 1911, qui finira par le remplacer définitivement. Donc pour les revolvers, Rockstar nous a gâtés. On n'a que des bons choix. On a quand même à déplorer une paire d'anachronismes au niveau des armes à conversion, mais pour le reste, c'est absolument parfait. On va maintenant s'intéresser aux armes qui vont succéder aux revolvers, au moment où ces derniers deviennent obsolètes dans les années 1890. Ce sont les armes semi-automatiques. En effet, en 1884, Paul Vieille invente la poudre sans fumée. Et cette technologie va tout changer dans le monde armurier, comme dans le monde de la guerre. Premièrement, cette poudre est plus puissante. Donc sur un même format de cartouche, on va avoir une bien meilleure vélocité. Ensuite, elle encrasse moins les armes et génère beaucoup moins de fumée, ce qui sur le terrain change la vie des soldats. Et cette poudre permet aussi de produire des armes automatiques et semi-automatiques. Par exemple, pour une arme automatique, la puissance des gaz générés par la combustion de la poudre permet, au moyen d'un système de culasse, de chambrer automatiquement les cartouches et de permettre donc une rapidité de tir largement supérieure au système à répétition. Ces systèmes d'armes semi-automatiques vont surtout intéresser les germanophones qui, dans les années 1890, vont travailler sur différents designs et les proposer aux armées du monde entier. On a 3 de ces armes dans Red Dead Redemption 2. D'abord le C93 Borchardt, le Mauser C96 et puis le Browning 1900. La première arme, c'est le C93 Borchardt. Le C93, c'est le pistolet semi-automatique fondateur. On a eu d'autres designs, comme le Bergmann juste avant, mais le C93, c'est le premier semi-auto qui est vraiment fiable et dont la cartouche est puissante. C'est aussi l'un des premiers où le chargeur s'insère dans le manche, ce qui est un pilier des conditions pour avoir une arme semi-automatique
à l'heure actuelle, une arme semi-automatique de poing. Le C93, donc par M. Borchardt. M. Borchardt, c'est un ingénieur qui a travaillé d'abord pour Winchester aux États-Unis, avant de revenir en Europe, où il proposera en 1893 son fameux C93. Cette arme-là sera proposée aux armées du monde entier, les Suisses, les Anglais, les Américains. Tous apprécieront sa fiabilité et la puissance de sa cartouche. Par contre, ils n'apprécieront pas du tout son encombrement et sa forme. La compagnie qui l'a produit reviendra donc vers Borchardt en lui demandant de modifier son design. Il justifiera que cette forme était essentielle, parce que le ressort se situe justement dans cette excroissance-là, et que cette excroissance permettait une meilleure stabilité avec une crosse. Son design pour lui était parfait, il ne pouvait pas le changer. Les ingénieurs se dirigèrent donc vers quelqu'un d'autre, un certain monsieur Luger, qui sera très célèbre pour son pistolet, qui sera un véritable succès pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc au final, le Borchardt ne sera produit qu'à peine 3000 exemplaires, qui mettront beaucoup de temps à se vendre, mais sa présence dans le jeu est tout à fait justifiée par l'icône qu'il représente dans son domaine. Pendant que Bergmann et Borchardt bossent de leur côté, un certain Paul Moser, plus connu pour ses armes longues, va lui aussi s'intéresser à cette histoire d'armes semi-automatiques. Avec son équipe, de manière un peu secrète, ils vont travailler sur un design, en évitant soigneusement les brevets déjà présents sur le marché. Et puis, en 1895, apparaît un premier prototype. Et enfin, en 1896, il propose une arme, c'est le C96. Donc contrairement au Borchardt qui pouvait se charger via un chargeur dans le manche, cette fois-ci, on va avoir un clip de 10 cartouches qui s'insère par le dessus, une cartouche très proche du Borchardt en revanche, qui impressionnera fortement les Turcs et les Italiens, qui adopteront alors cette arme. À ce moment-là, les Turcs achètent absolument tous les produits de Moser. Le C96 est présent sur le marché dès 1897. Moser envoie des envoyés spéciaux en France, en Angleterre, aux US pour promouvoir cette arme-là, et elle est adoptée officiellement par l'armée italienne en 1899. Donc sa présence dans l'histoire d'Arthur est tout à fait justifiée. Pour la dernière arme, je me dois de vous introduire un personnage qui va nous occuper une bonne partie du temps pour le reste de cette vidéo. Un certain John Moses Browning. John Browning est responsable de l'invention d'un nombre de designs incroyables, notamment du côté des carabines, on en reparlera tout à l'heure, et lui aussi s'intéresse à ces armes semi-automatiques. Il propose donc à la Fabrique nationale belge en 1898 un pistolet semi-automatique qui utilise un chargeur dans le manche et une culasse droite sur le dessus. Deux aspects qui seront précurseurs dans leur temps et qui poseront les bases pour les armes semi-automatiques modernes. Le Browning 1900 est adopté par l'armée belge, il est chambré en 32 ACP, et ensuite sur le marché public ce sera un véritable succès. Dès 1912, on a plus d'1 million d'exemplaires de produits. Alors comme le nom l'indique, Browning 1900, c'est une arme qui est un peu juste pour Arthur. On a des prototypes en 1898 et 99, mais pour le marché civil, c'est vraiment le début des années 1900. On peut remercier Rockstar pour éclairer ces trois armes qu'on vient de voir. Ce sont des armes qui ont posé les bases pour les armes semi-automatiques pour le XXe siècle, qui verront un long service durant ce siècle. Le Moser, il sera utilisé pendant la Première Guerre mondiale, pendant les guerres civiles chinoises, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera produit en Allemagne, mais pas que, aussi en Espagne, et on aura une infinité de variantes. 6 cartouches, 10 cartouches, 20 cartouches, semi-automatique, full automatique. Il n'y a guère que le C93 qui est quelque peu plus anecdotique, mais heureusement qu'il est là, que Rockstar est là en fait pour le mettre en lumière et montrer le rôle qu'il a eu, un rôle fondateur pour les technologies armurières. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Que ce soit pour décorer un chalet aristocratique ou répondre aux exigences militaires de leur temps, les fusils de gros calibre sont de loin les armes les plus présentes au XIXe siècle. Il semblerait que sur ce point-là, Rockstar ne nous ait pas déçus. On nous propose donc le fusil Rolling Block, le Springfield 1873, le Krag Jorgensen 92 et le Carcano modèle 91. Pour nuire aux Indiens ou décimer des bisons, le Rolling Block est sans doute le premier choix des cow-boys à la fin du XIXe siècle. Designé entre 1863 et 1864, ce fusil a vu du service durant la guerre civile américaine,
avant d'être développé à l'extrême par Remington et de voir du service dans les armées du monde entier. Il est disponible en une infinité de calibres et voit du service de 1863 à largement 1918. Les dernières livraisons en Europe se font d'ailleurs en 1914 en France, en calibre 8 mm Lebel. Produit à plusieurs millions d'exemplaires, plus d'1 million d'exemplaires déjà en 1880, c'est vraiment le premier fusil à gros calibre américain. Donc comme choix, on ne pouvait pas rêver mieux pour Red Dead Redemption 2 pour commencer. Au moment où les cartouches métalliques deviennent la technologie principale, les armées du monde entier adaptent leurs fusils existants à ces nouvelles cartouches. On peut penser aux Français avec le chasse-peau et le gras. Aux États-Unis, les Américains fonctionnent avec le fusil Springfield, qui est un fusil à percussion. Ils l'adaptent alors aux cartouches métalliques avec le modèle Springfield Trapdoor en 1873. On a pris notre fusil Springfield, on a découpé le bout du fusil près du tireur, le bout du canon, on a fait une petite trappe qui permet d'insérer une cartouche, et on a toujours le chien externe, mais cette fois-ci il ne va pas venir percuter une capsule externe, il va venir percuter la cartouche à l'intérieur. Ce fusil va avoir du service de 1873 à 1892 avec quelques extensions au moment de la guerre des Philippines. C'est une arme monocoup chambrée en 45-70, puis il y avait tellement de recul qu'ils ont décidé de mettre ça en 45-55 ensuite. Et cette arme, qui faisait beaucoup de dégâts et qui était assez efficace, était maniée par des hommes avec peu d'expérience. À ce moment-là, sur la frontière, l'armée américaine est très radine et les soldats n'ont qu'une à 3 cartouches d'entraînement. Donc avec une arme avec autant de recul, ça rend les choses un peu plus compliquées. Ce qui explique que des fois, vous avez des combats entre les Indiens et les tuniques bleues, où les gars se tirent dessus toute la journée, vous n'avez pas un mort, pas un blessé, parce qu'entre la fumée et le manque de précision des soldats, eh bien personne ne se touche. Sinon, pour la pertinence de l'arme en 1899, c'est tout à fait logique. Sachant que l'armée a remplacé son arme principale, eh bien, on se retrouve avec une influence du modèle ancien sur le marché civil. Donc c'est tout à fait logique et tout à fait pertinent. Dans les années 1890, la plupart des armées du monde moderne cherchent à remplacer leurs armes de service. On passe sur des armes à répétition, à poudre sans fumée. Les États-Unis à ce moment-là se tournent de manière très surprenante vers l'arme scandinave, le Krag Jorgensen. Le Krag voit du service de 1892 à 1903, moment où il sera remplacé par le Springfield 1903, qui est en fait un Mauser américanisé, rien de plus. Le Krag est chambré en calibre 30, il est distingué par ce chargement si particulier sur le côté où on charge les cartouches une à une. Dans l'idéal, les Américains voulaient que les soldats tirent en monocoup et que le chargeur ne soit qu'une réserve de cartouches, un peu comme les Français avec le Lebel juste avant. Et on a aussi dans le jeu le Carcano modèle 91, qui est cette fois-ci le fusil de service italien des années 1890. Pourquoi on a cette arme-là plutôt qu'une autre? Après tout, pourquoi pas? Et pour la petite anecdote au niveau histoire américaine, ce serait une variante du modèle Carcano en 6 mm qui aurait servi à assassiner Kennedy en 1963. Quand on pense arme d'épaule dans l'Ouest, on pense évidemment aux carabines à répétition. Ici, nous sont proposés les deux plus célèbres, c'est la Henry 1860, la Winchester 1866, et on a deux autres modèles plus curieux, la Spencer 1860 et la Evans 1877. On commence avec les deux stars de notre show, la Henry et la Winchester. La Henry, développée sur les bases du pistolet volcanique 1855, cette arme-là est aussi présente dans le jeu. Elle a une histoire plus anecdotique, c'est une forme de prototype qui marchait moyennement, mais qui a posé les bases justement pour cette fameuse Henry, qui elle est une arme révolutionnaire pour son temps et qui est considérée par beaucoup d'Américains comme l'ancêtre du fusil d'assaut. On a une grosse capacité de tir, on tire rapidement, l'arme est fiable et la cartouche est d'un calibre intermédiaire. On est donc sur une arme chambrée en 44 Henry. Percussion annulaire, comme la 22 long rifle moderne. On va avoir 15 cartouches dans le tube, plus une dans la chambre. C'est une arme qui voit le jour en 1860, qui atteint le marché en 1862, donc en pleine guerre civile américaine.
Malgré les qualités de cette arme-là, elle ne sera jamais adoptée par l'armée pour plusieurs raisons. À ce moment-là, on a des cartouches en cuivre qui sont plus fragiles que les cartouches en laiton qu'on a là par exemple, des cartouches qui inquiètent les militaires qui vont voir cette arme-là. On a, pour l'une des premières fois, tous les composants de l'explosion au même endroit, l'amorce, la poudre et la balle, ce qui n'était pas le cas avant. En plus de ça, les généraux ont peur que les soldats dépensent trop de cartouches, ce qui peut se comprendre dans le contexte de l'époque, et le magasin tubulaire dont le ressort est exposé est considéré comme trop fragile, ce qui se comprend aussi. Pourtant, beaucoup de soldats reconnaissent ses qualités et décident de l'utiliser pour leur propre compte. 12 000 exemplaires sont ainsi vendus pendant la guerre civile. Mais alors, si c'est une arme aussi révolutionnaire, pourquoi seulement 12 000 exemplaires? Parce qu'elle est remplacée par l'arme qui nous intéresse juste après, la Winchester. Donc concernant la pertinence de la Henry, en 1899, c'est moyen. On a vu, elle n'a pas été produite en si grande quantité que ça. À l'époque, en 1899, ce serait quasiment une arme de collection, mais pour l'icône qu'elle représente, on comprend le choix. Concernant la Winchester 66, alors, notre cher monsieur Henry qui est designé, la carabine du même nom s'est fait évincer subtilement par Oliver Winchester. Ce dernier reprend le brevet de la carabine et l'améliore en 1866. Et on a une carabine qui s'appelle la Improved Henry, c'est-à-dire la Henry améliorée. Qu'est-ce qui a été amélioré? Au niveau mécanisme, on a la même chose que la Henry. Par contre, on remarque une protection pour la main en bois au niveau du magasin tubulaire. La carabine chauffe très vite, surtout que la poudre noire chauffe plus que la poudre moderne. Pour le reste, on remarque ici une petite porte. C'est la porte King, brevetée par Monsieur King, qui va permettre de charger le magasin tubulaire, non plus par le bout, comme ce qui se faisait avec la Henry, mais directement sur le côté. Ce qui est beaucoup plus pratique, vous pouvez recharger en plein combat, et ce qui augmente en plus de ça la capacité du magasin tubulaire. On est sur au minimum 16 cartouches à ce moment-là. La Winchester 66, c'est un succès mondial. On est sur 170 000 exemplaires de produits. Elle n'est pas adoptée par l'armée américaine, mais elle est adoptée par d'autres armées. Les Turcs achètent 50 000 exemplaires, c'est quasiment un tiers de la production. Les Français, on va l'utiliser pour la guerre de 70, entre 5 et 6 000 exemplaires. L'arme en elle-même est toujours en 44 Henry, mais sur le marché américain, c'est aussi un succès au niveau civil, mais un succès relativement court, parce qu'elle sera remplacée par la carabine qu'on va évoquer juste après. Cependant, la Winchester 66 est produite de 1866 à 1898. Donc pour le jeu, on n'est pas dans l'anachronisme, mais on est presque sur une pièce de collection quand même. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Notre Winchester 66 est améliorée en 1873, c'est la Winchester 1873. Cette fois-ci, on a un cadre en acier et la cartouche va changer. On passe sur une cartouche en 44-40 à percussion centrale et en laiton. Donc quelque chose de plus moderne, plus fiable et une cartouche plus puissante. La 73 peut avoir réellement le titre de la carabine qui a conquis l'Ouest. On est sur 700 000 exemplaires de produits, ça n'a plus rien à voir. Elle est produite jusqu'au début du XXe siècle, on la voit partout dans l'iconographie. C'est vraiment l'une des carabines les plus présentes de l'Ouest. Alors elle est aussi présente sous la forme de variante. On a la 1876, qui est juste une version XXL en 45-70. Ensuite, notre cher John Browning revient et prend les rênes du design de ces carabines-là, l'améliore en 1886, avant de changer le système totalement pour un système plus solide et plus moderne. Ce système plus moderne, qu'est-ce que c'est? C'est déjà la Winchester 92, qui est ensuite améliorée en 94, la Winchester 1894. Donc en fait, à l'intérieur du boîtier, on quitte le système qui était fait par Monsieur Henry pour un système plus solide. Et la Winchester 94, c'est la Winchester, c'est même l'arme d'épaule qui apporte la poudre sans fumée dans le marché civil américain. Quelque chose de révolutionnaire. On est sur une cartouche de 30-30 et encore maintenant, cette carabine, qui est celle que j'ai dans les mains, est considérée comme l'une des carabines de chasse les meilleures au monde. On est sur plus de 7 millions d'exemplaires de produits et au moment du jeu, en 1899, ça aurait été très pertinent de la voir. Donc plutôt que la Henry et la 66 qui sont choisis pour leur rôle iconique, je le comprends, j'aurais choisi la Winchester 1876 pour la variété en termes de gameplay, et puis
la Winchester 94, qui est une icône de son époque. Pour nos deux dernières carabines, on a la Spencer et la Evans. La Spencer 1860, c'est une arme qui voit le jour avant la guerre civile américaine et qui sera adoptée par l'armée américaine. Alors pourquoi cette carabine à répétition est-elle adoptée plutôt que la Henry? Cela réside dans la cartouche. Alors on a certes la peur encore d'avoir tous les composants au même endroit, mais là on est sur une cartouche plus puissante, on est sur du 56-56 si je ne me trompe pas. Cette cartouche de 56-56 a beaucoup plus de patates que la 44 Henry. Alors cette carabine est très particulière, on la charge par la crosse, comme on peut le voir très bien dans le jeu, et l'action de tir se déroule en deux temps. On arme d'abord le chien, et ensuite on arme le levier. Donc contrairement à la Henry où tout se fait en une seule action, là il faut faire les deux actions séparément. Sur le papier, c'est comme dans le jeu, ça peut paraître très rapide. Dans les faits, c'est une carabine, c'est un mécanisme qui est peu fiable, compliqué et surtout qui nécessite beaucoup d'entraînement pour être maîtrisé. Et on l'a vu, les soldats américains, l'entraînement, la plupart du temps, ils ne l'ont pas. Donc après la guerre civile, même si c'est l'arme officielle de la cavalerie, ces derniers préféreront passer sur des armes monocoups, la Sharp et la version carabine du Springfield 1873. Durant la guerre civile, la Spencer, c'est à peu près 100 000 exemplaires, mais en 1899, c'est une arme qui est très obsolète. Notre dernière carabine, c'est une carabine qui a été designée par un dentiste, M. Evans. On a eu des premiers modèles au début des années 1870, et celle qu'on voit dans le jeu, c'est le modèle 1877. On est encore sur une carabine qui se charge par la crosse. Cette fois-ci, par contre, on n'est pas sur 7 cartouches comme la Spencer, on est sur 26 cartouches. La Winchester, c'est déjà pour l'époque une capacité de feu monstrueuse. Sur la Evans, c'est tout simplement délirant. D'autant plus qu'on n'est pas sur une cartouche de pistolet, comme pour les Winchester, mais cette fois-ci sur une cartouche équivalente en puissance à la Spencer, presque une cartouche de fusil, le 44 Evans. Par contre, la carabine a un défaut et il n'est pas des moindres. Quand vous chargez votre cartouche par la crosse, elle arrive dans un chargeur hélicoïdal qui n'a pas de ressort. Donc, pour pouvoir faire avancer la cartouche dans cet ascenseur hélicoïdal, à chaque fois que vous insérez une cartouche, vous devez actionner le levier pour la faire progresser dans la crosse. Donc voilà, vous chargez vos 26 cartouches et mettons, je tire 4 cartouches. Une fois que j'ai tiré mes 4 cartouches, si je veux recharger, il faut que j'actionne mon levier. Mais à chaque fois que j'actionne mon levier, les cartouches déjà présentes dans le chargeur vont dégager à l'extérieur. Donc dans les faits, je suis obligé de tirer mes 26 cartouches avant de recharger. Malgré ce gros défaut, cette carabine rencontrera quand même du succès. 15 000 exemplaires de vendus, elle sera analysée par les armées du monde entier, encore une fois. L'armée américaine, pour changer, ne l'adoptera pas, notamment parce que cette carabine a échoué au test de la poussière. Les Turcs, eux, en achèteront certains exemplaires. On les voit entre les mains des Indiens aussi, notamment. Mais cette carabine, en fait, ne rencontrera pas de succès à large échelle, surtout à cause de la concurrence de Winchester. Et finalement, en 1879, la production s'arrête, la compagnie d'Evans est bankrupt, comme disent les Américains, et Evans retourne designer des machines de dentiste. Au niveau du choix et de sa présence dans le jeu, même si ce n'est pas une carabine qui a été produite à très grande échelle, ça reste quand même une carabine présente dans l'Ouest, un mécanisme intéressant, et les jeux comme Red Dead ou alors les films permettent de perpétuer la mémoire de ce genre d'outils. C'est plutôt intéressant. Les shotguns. J'emploie volontairement un terme anglais pour désigner toutes les armes qu'on va aborder par la suite. Les shotguns, ce sont les armes qui tirent des munitions lisses. Calibre 12, calibre 10, 8, 16, 20, 410. On peut avoir de la slug, de la grenaille, de la chevrotine, mais souvent dans les jeux vidéo et dans les films, toutes les armes qui tirent ces munitions-là sont désignées comme fusils à pompe. Ça, c'est un calibre 12, ce n'est pas un fusil à pompe, c'est un juxtaposé, on va avoir des superposés, des armes à levier de sous-garde. En revanche, ça, c'est un fusil à pompe, et c'est aussi un shotgun. On démarre avec le coach gun. Le coach gun, c'est un juxtaposé dont le canon a été scié. Les juxtaposés depuis le 19e siècle, c'est le type de shotgun le plus présent dans le monde entier. À ce moment-là, les calibres les plus populaires, ça va être le calibre 10, le 12 et le 16. Mais pourquoi alors scier le canon? Eh bien, ces cartouches, ces munitions-là sont connues pour leur polyvalence dans le monde civil, souvent pour la chasse. La grenaille pour le petit gibier,
la chevrotine pour le gibier moyen et les slugs pour le gros gibier. Mais ces munitions-là sont aussi très efficaces contre les humains. Certains, notamment les gardes du corps des diligences, vont décider d'adopter ces shotguns-là pour leur efficacité et notamment une munition bien spécifique, la chevrotine. Les diligences, dans l'Ouest américain, servent à transporter tout un tas de choses plus ou moins précieuses. C'est un peu moins le cas à la fin du 19e siècle où les trains ont beaucoup pris le relais, mais comme on le voit dans le jeu, elles peuvent être encore victimes d'attaques de la part de hors-la-loi. Les gardes du corps s'équipent donc souvent en calibre 12 et 8 chargés à la chevrotine et le canon scié. Pourquoi ? D'abord, avec un canon relativement long, vous vous retrouvez très vite avec une canne à pêche entre les mains. Ce canon long est justifié pour avoir une meilleure portée et un meilleur groupement plus loin, très utile pour la chasse. En revanche, le canon scié ici va nous permettre d'avoir un groupement plus large rapidement, ce qui, lorsque vous êtes à bord d'une diligence qui bouge beaucoup ou à cheval, permet de moins viser et d'atteindre le cavalier et le cheval en même temps. Donc les coach guns, on en retrouve à chien externe, comme on a dans le jeu. Au moment des années 1890, on en a hammerless, c'est-à-dire avec les marteaux à l'intérieur aussi. Mais ce ne sont cependant pas les seuls types de shotguns qu'on retrouve dans l'Ouest. À ce moment-là, on a des choses bien plus modernes et bien plus intéressantes. Notamment les 3 armes que l'on retrouve, ce sont encore 3 armes qui vont être designées par notre fameux John Browning. On a donc là la Winchester 1887, la 1897 et enfin l'Auto 5. La 1887. Donc Winchester commence à s'intéresser à ce moment-là à faire des shotguns à répétition. Ils imposent à notre cher Browning un mécanisme qui fonctionne à levier de sous-garde. Il va donc très rapidement proposer un design. On a un levier de sous-garde en calibre 12, mais finalement, cette arme-là va rencontrer un succès très mitigé. Le mécanisme s'encrasse très vite avec la poudre noire, le système de levier de sous-garde n'est pas si convaincant, et finalement, une autre technologie va être bien plus intéressante, le fusil à pompe. Cependant, l'insertion de cette carabine à levier, enfin, c'est pas une carabine du coup là, ce fusil à levier de sous-garde est plutôt intéressante et plutôt unique, et caractéristique de cette époque où l'on tâtonne avec les technologies plus ou moins modernes pour passer d'une ère à une autre sur le plan de l'industrie armurière. Le fusil à pompe, le premier fusil à pompe fonctionnel, c'est celui de M. Spencer en 1882. M. Spencer, c'est l'inventeur de la carabine qu'on a vu juste avant. Alors ce design-là rencontre un succès mitigé. Encore une fois, les shotguns à répétition avec la poudre noire, c'est moyennement ça. Mais le monsieur dont on parle depuis le début va revenir, encore une fois M. Browning, avec son propre design pour Winchester en 1893. On a donc un shotgun qui paraît prometteur, mais cependant qui ne va pas connaître un grand succès sur le marché parce que peu fabriqué. En effet, au moment où Winchester sort ce modèle-là, les successeurs au niveau du brevet du fusil à pompe de M. Spencer décident de poursuivre Winchester. On a un procès qui va durer 4 ans et qui va donc limiter le développement de cette arme-là. Finalement, Winchester remporte le procès et en 1897, John Browning propose un nouveau design, le 1897, le fusil qui est présent dans le jeu. Le 1897 est très similaire au 93, c'est quasiment la même arme, sauf que cette fois-ci, on a une arme plus solide qui peut accueillir des munitions à poudre sans fumée plus longues et donc plus puissantes. Ce fusil 97, c'est le fusil à pompe le plus iconique de l'histoire. Il a vu du service déjà pendant la guerre des Philippines, c'était son baptême du feu, timidement pendant la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre, et enfin durant la guerre du Vietnam. De 1897 à 1957, c'est presque 1 million d'exemplaires qui ont été produits et vendus par Winchester. Dans le jeu, sa présence est tout à fait pertinente, il serait plutôt nouveau dans le marché civil, mais on comprend tout à fait son insertion. Cependant, il n'est pas si bien dépeint que ça. Je m'explique. Sur un fusil à pompe normal, pour pouvoir tirer, vous chambrez une cartouche, vous appuyez sur la détente, vous recommencez le processus à chaque cartouche. Sur le Winchester 97, on a l'option de faire autre chose. On peut, une fois la cartouche chambrée, appuyer sur la détente, maintenir la détente enfoncée et raquer la pompe jusqu'à la fin de notre chargeur pour pouvoir tirer. Donc c'est une possibilité qui est iconique sur ce fusil-là. C'est dommage qu'elle ne soit pas présente, mais ce n'est pas grave pour autant. La dernière arme du jour, c'est le Browning Auto 5. Monsieur Browning, on l'a vu, s'est intéressé aux armes semi-automatiques, d'abord via les armes de poing,
Et puis, il est arrivé avec l'idée d'un shotgun semi-automatique. Winchester n'a pas du tout été intéressé. Du coup, John a été voir une fois encore la Fabrique nationale belge. Il a proposé l'idée, ça a plu, et au début des années 1900, on a vu cette arme apparaître sur le marché. Pour Arthur, c'est clairement un anachronisme. Pour John, c'est parfait. Et Winchester se mordra les doigts d'avoir refusé cette arme, puisque ça va devenir l'une des armes de chasse les plus populaires au monde, qui verra même du service lors de la guerre de Rhodésie au XXe siècle. Donc pour les shotguns, c'est comme pour le reste des armes, on a des très bons choix. Je pense qu'il est maintenant temps de conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Bon, dans l'ensemble, le jeu respecte énormément l'histoire. On a peu d'anachronismes et les anachronismes qui sont présents sont très légers et presque volontaires. On a vraiment une ligne directrice dans le jeu au niveau artistique qui se situe entre un vieil West un peu fantasmé et en même temps une modernité qui commence à apparaître pleinement et qui a un impact dans la société et dans l'environnement. Et au niveau des armes, c'est ce qu'on retrouve exactement. On a toutes les armes du vieil West qui sont déjà trop vieilles pour la période de Red Dead. Et en même temps, on va avoir les armes qui sont déjà très industrialisées, qui représentent cette transition 19e, 20e siècle. Et ça, c'est pareil partout dans Red Dead. Le scénario, le choix des missions et même l'environnement. Quand on se balade, on a affaire à une nature magnifique, idéalisée, comme aurait pu l'être l'Ouest américain au début du 19e siècle. Et en même temps, on remarque dans le paysage les affres de la modernité à travers les usines de pétrole et certaines villes, comme Saint-Denis par exemple. Donc pour ce qui est des armes, c'est comme pour le reste de l'histoire, c'est plutôt bon. Donc voilà, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve une prochaine fois.